Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Zone of Interest. Alors, je vais faire une brève présentation. Je ne vais pas vous dévoiler ni m'avancer trop sur le film parce que je pense qu'il est à prendre en bloc comme ça. Je ne voudrais pas le vider un peu ou en révéler trop avant qu'on le visionne. On se retrouve à la fin, comme à chaque fois, pour en discuter. Je vais juste vous dire quelques mots de son réalisateur, Jonathan Glazer, qui est quelqu'un d'assez intéressant, qui n'a pas réalisé beaucoup de films parce que c'est une personnalité britannique. Il a beaucoup travaillé dans le domaine des vidéoclips, des clips musicaux pour toutes sortes d'artistes. Il a beaucoup travaillé dans le domaine de la vidéo, de la publicité, mais il n'a réalisé que très peu de longs métrages, au nombre de 4 jusqu'à maintenant, à peu près 1 tous les 10 ans. Donc il est très parcimonieux sur ce plan-là, mais ce sont à chaque fois des projets très particuliers, passionnant sur le plan plastique, car c'est un artiste visuel qui a une inspiration tout à fait saisissante et qui, à chaque fois, présente des enjeux de narration, de représentation et de mise en scène qui sont tout à fait stupéfiants. En quelques étapes, on l'avait découvert en France avec un film qui s'appelait Birth, une étrange histoire de possession, de réincarnation, qui mettait Nicole Kidman aux prises avec un enfant assez troublant. Et puis, il y a 10 ans, on avait pu découvrir un film pareil, tout à fait étonnant, qui s'appelait Under the Skin. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient découvert, où une étrange créature jouée par Scarlett Johansson, prédatrice, sillonnait les rues d'Édimbourg pour emmener de jeunes hommes dans son van et les dévorer, enfin en tout cas les vider de leur substance. C'était une sorte de récit extraterrestre qui se mesurait un petit peu à l'imaginaire du 2001 de Stanley Kubrick et qui pendant toute une première partie était très impressionnant parce qu'il nous mettait aux prises de cette traque presque sans rien dire et le récit se construisait petit à petit. Jonathan Glazer, c'est donc un cinéaste du dispositif. C'est quelqu'un qui invente des dispositifs, c'est-à-dire des procédés de mise en scène très élaborés qui nous font voyager comme ça à travers à la fois une narration et en même temps la vision de quelque chose. Donc ça, c'est extrêmement important pour ce qu'on va aborder. The Zone of Interest, la zone d'intérêt, c'est l'adaptation assez libre, il faut bien le dire, assez distante d'un roman d'un autre Britannique, Martin Amis, sur Auschwitz, donc le camp d'extermination, et plus particulièrement sur le foyer du directeur, de l'ingénieur en chef d'Auschwitz, Rudolf Höss, et de sa famille, qui vivait dans un petit pavillon à proximité. Et c'est cette proximité que Jonathan Glazer va investir dans le film, cette contiguïté entre la vie de famille telle qu'elle peut se dérouler dans un cadre tout à fait normal, normatif, et à côté de ça, l'usine, l'entreprise de mort massive qui se déroule à côté. Alors le film s'inscrit dans un long débat esthétique sur lequel on pourra revenir par la suite, sur la représentation de la Shoah en fait, qui a été quelque chose où ont été édictées comme ça certaines limites et même des interdits, notamment par un cinéaste bien connu, Claude Lanzmann, qui a réalisé le magnifique documentaire Immense monument Shoah. Et donc, Jonathan Glazer s'inscrit là-dedans, dans cet enjeu de représentation, en essayant, bien sûr, de ne pas se prêter à cette obscénité que serait de fictionnaliser l'intérieur du camp de concentration. Et donc, tout le principe du film va consister à trouver cette lisière, cette contiguïté, ce hors-champ, qui nous rappelle, qui montre à quel point sont poreux, la forme de banalité et en même temps l'horreur qui se déroule à proximité. Voilà, donc sans trop en dire, on regarde le film. Vous allez voir, c'est vraiment une construction tout à fait étonnante. Chaque image, chaque plan du film Et voilà, quelque chose qu'il faut investir, il faut arriver à se projeter, etc. Mais vous allez voir que
il y a aussi une dimension sonore. Je pointe votre attention sur le son. Jonathan Glazer, je vous l'avais dit, a beaucoup travaillé dans les vidéos musicales, etc. Il est extrêmement attentif au son. Il travaille avec des ingénieurs son qui sont parmi les meilleurs de leur profession. Ici, avec une musicienne, Mika Levy, qui avait signé la bande-son d'Under the Skin, qui est aussi quelqu'un d'absolument passionnant. Et le son est quelque chose sur lequel il va nous amener à nous focaliser. Et ce, dès les premiers instants du film. Vous allez voir pourquoi, je ne vous dis rien. Donc voilà, il y a cette partie sonore aussi qui est extrêmement importante et qui s'inscrit dans ce dispositif tout à fait stupéfiant. On regarde, je pense que les débats vont être nombreux par la suite, il y aura beaucoup de questions, on est là pour en discuter. Et puis voilà, on se retrouve à la fin du film. Bonne expérience et à tout à l'heure. Il y aurait énormément de choses à dire, il est d'une richesse assez impressionnante et donc il faut arriver à se tracer un chemin à travers tout ça. On va partir de choses très matérielles en fait et essayer d'abord une première observation et puis on dépliera un petit peu tout le reste. La première observation, c'est le choix de ne pas dramatiser cette histoire. C'est-à-dire de ne pas entrer dans un récit historique traditionnel avec un axe narratif, comme on en fait d'habitude, un récit historique ordinaire où on nous présenterait les personnages, ils seraient pris dans une sorte de destin, à eux seraient liés des personnages secondaires, et puis par péripéties et développement, on en arriverait à une conclusion. On n'est pas du tout là-dedans. Jonathan Glazer fait un choix beaucoup plus étonnant, beaucoup plus surprenant, c'est-à-dire il fait le pari de montrer, de ne pas dramatiser, mais de montrer l'ordinaire, le quotidien, la vie de cette maisonnée telle qu'elle se déroule, avec ses rituels, des anniversaires, la venue d'une parente, d'une aïeule, loger les gens, amuser les enfants, des sorties au bord du cours d'eau, etc. Donc vraiment une matière purement ordinaire, en se disant que cet ordinaire-là, qui est à la jonction d'un camp d'extermination, ne peut pas être seulement ordinaire et va nous raconter autre chose immanquablement, dans les angles morts de ce qu'on voit, même dans ce qui nous est montré, dans les rituels du quotidien, dans la façon dont on se comporte. Quelque chose pousse, quelque chose est là, lentement. Et il y a à voir partout, finalement. Il n'y a pas besoin de raconter une histoire. Il faut passer du temps avec ces personnages, regarder, observer, s'installer, et quelque chose se construit immanquablement. Quelque chose presque de l'ordre d'une hantise. Hein. Il y a ce qu'on appelle un hors-champ. Évidemment, le camp d'extermination, le massacre, le génocide qui a lieu à côté, qui est en train de se dérouler et qui apparaît par de nombreux signes et qui hante évidemment ce quotidien. Pour commencer, alors voilà, ça c'est un premier élément, une façon de ne pas parier sur le dramatique, voilà, la matière dramatique ordinaire, mais de travailler plutôt un dispositif d'observation. Hein, et ça, j'y reviendrai pour le décrire. Maintenant, je voudrais observer à l'intérieur de ce film plusieurs régimes. Il y a plusieurs régimes. Le film n'est pas monolithique, monocorde, il ne fonctionne pas sur le même principe tout du long. Il y a plusieurs moments, plusieurs phases, et je dirais plusieurs qualités d'image, plusieurs façons d'observer les choses, dont certaines très intrigantes. Hein, il y en a une principale, majoritaire, celle dans laquelle on passe le plus de temps, c'est quand on est à l'intérieur du pavillon de la famille Heuss, voilà, Rudolf, l'ingénieur en chef d'Auschwitz-Birkenau, et puis sa femme Hedwig et leurs enfants. Voilà, et à l'intérieur de cette maison, de ce pavillon, il nous est décliné, montré dans tous ses angles, dans toutes ses pièces, escaliers, intérieur et dépendance, jardin, etc., extension. On le verra vraiment dans toutes ses dimensions.
en suivant un petit peu les activités des personnages qui n'ont rien d'extraordinaire, qui sont les activités d'une famille normale, entre guillemets, telles que les jours se déclinent, et avec un récit extrêmement minimal qui est celui d'abord de nous présenter les lieux et les personnages, et puis ensuite de confronter cette petite routine qui fonctionne tellement bien qu'elle en est un peu effrayante, parce que ce qui fonctionne aussi derrière, c'est le camp. Cette routine qui fonctionne si bien est dérangée évidemment presque par son succès. Rudolf est un si bon organisateur d'Auschwitz qu'il est promu, et donc se profile pour sa femme peut-être l'horizon de devoir quitter cette si belle réussite, ce si beau mode de vie qu'ils ont réussi à construire ensemble. Et donc voilà, le film est construit sur ce basculement. Elle s'y refuse et Rudolf part à un congrès nazi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment je dirais la cheville autour duquel le film bascule. Et ce premier régime est celui de l'observation du quotidien. On le développera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Quels seraient les autres régimes du film ? Il y en a un qui est assez frappant, qui intervient de manière ponctuelle. C'est le moment où le film passe au négatif. Vous avez vu, c'est une sorte de caméra thermique où tout à coup, on n'est plus dans la vie de famille, mais on aperçoit quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire les circulations d'une petite fille dans un univers qui est devenu entièrement obscur, qui est presque vous savez, ce qu'on appelait le négatif en photographie, hein. Il y avait le positif, à l'époque où la photographie était encore argentique, il y avait le positif d'un côté, puis avant de développer, on avait l'image en négatif, c'est-à-dire que les couleurs et les lumières étaient inversées. C'est un peu l'impression qu'on a aussi. Le négatif du quotidien, ce serait ce moment-là qui apparaît toujours au moment où la petite fille des Huss fait des cauchemars, où le père la retrouve la nuit un peu errante comme ça dans la maison, et il lui raconte une histoire pour l'aider à se réendormir. Et là, on accède à une espèce d'envers du film qui serait celui du rêve, et surtout des familles polonaises qui vivent à proximité. C'est ce qu'on découvre au fur et à mesure de ces séquences. Et là, c'est très intéressant parce que non seulement on bascule dans le conte, enfin dans l'imaginaire du conte, puisque Rudolf lie à sa fille Hansel et Gretel, je crois, le fameux conte germanique. Et puis on accède aussi à l'envers de cet imaginaire propriétaire de cette famille Huss qui serait les familles polonaises ordinaires, et puis les gestes de résistance, d'entraide qui s'organisent un petit peu comme une forme de clandestinité, parce que qu'est-ce qu'on voit dans ces moments en négatif ? C'est la petite fille qui va distribuer des pommes et de la nourriture, des provisions aux endroits stratégiques où on devine que les internés du camp vont pouvoir les trouver, hein, derrière les pelles, dans un talus, etc., partout où il doit y avoir du travail et où les prisonniers du camp vont pouvoir se nourrir ou trouver quelque chose comme ça à se nourrir. Ce sont des gestes de résistance qui s'organisent dans l'envers de cette vie des notables nazis, quoi. Voilà, donc ça, ce serait pour moi le deuxième régime. Il y a un troisième régime, c'est le décrochage, le moment où Rudolf donc quitte son petit pavillon pour assister à un congrès nazi, voilà, le congrès des responsables, des cadres du parti, où il est promu, et où il se retrouve tout à coup dans une forme d'élite à laquelle il n'était pas tout à fait habitué. Il y a une grande réception, etc. Et là, il erre seul au milieu des fastes comme ça du régime, de la nomenclatura nazie comme ça qui se réunit à cet endroit-là. Et là, il se produit un autre événement, je dirais, je parle d'événement esthétique à l'intérieur du film, qui est de l'ordre du flash-forward, j'appellerais ça. En tout cas, il y a une espèce de projection dans le futur tout à fait saisissante. C'est à la toute fin du film, où Rudolf, seul dans un couloir, interroge le fond d'obscurité du couloir. Et tout à coup, il y a une espèce de vision du futur, où on voit Auschwitz, mais cette fois aujourd'hui, où des femmes de ménage s'activent pour balayer l'intérieur, ce qu'on n'a jamais vu pendant tout le film, et pour cause, ça aurait été extrêmement problématique, mais l'intérieur de la chambre à gaz,
voilà, le cœur du dispositif d'extermination. Et puis nettoyer aussi les vitrines où s'amoncellent eh bien les restes, les chaussures, les valises de ceux qui ont été massacrés dans cet endroit. Et où là, on a une espèce de projection vers le futur qu'on pourrait interpréter de multiples façons. Alors, est-ce une dénonciation de ce que serait devenu Auschwitz aujourd'hui, c'est-à-dire un endroit toujours administré finalement, presque devenu un site touristique en quelque sorte, où on fait le ménage pour organiser un petit peu les visites, où il y aurait toujours du flux finalement, ou est-ce que ce serait un jugement de l'histoire qu'entrevoit Rudolf Höss dans cette espèce de vision d'avenir où eh bien, le devoir de mémoire est accompli, c'est devenu un site protégé, entretenu, et quelque part la sanction de l'histoire est tombée, il en aurait la vision du futur et il apercevrait dans cet éclair qui serait une sorte de perdant de l'histoire, d'où l'espèce de nausée qui prend le personnage à ce moment-là. On peut, bon voilà, c'est ouvert, moi je ne plaque aucune interprétation dessus, mais c'est un régime intéressant à l'intérieur du film. Ce sont plusieurs moments comme ça où on change, voilà. Il y a un saut qui s'effectue et on n'est plus dans le régime majoritaire que j'avais posé au début. Voilà, donc un petit peu pour cartographier, pour étendre un petit peu la palette de ce film, essayer de voir comment tout cela fonctionne, comment tout cela s'agence. Alors, pour revenir à notre régime majoritaire, et même peut-être, avant tout, c'est ce dont je parlais un petit peu au début, sans être très clair pour pas trop gâcher la vision du film, mais peut-être le tout début du film, qui commence sur un noir intégral. Il y a quasiment 3 minutes de noir au début du film, où s'installe la bande-son, des bruits, une espèce de rumeur, de ronronnement, comme ça, très lancinant. Et en même temps, c'est aussi la musique, composée par Mica Levi, qui est extrêmement intéressante, glaçante, bien sûr, terrifiante, quelque chose presque du film d'horreur dans cette musique, une sorte de traîne à la Penderecki, un petit peu, qui fait penser comme ça au grand compositeur Penderecki polonais de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a composé des hymnes glaçants et une figuration comme ça du désastre. Donc il y a une vraie familiarité entre la musique de Mica Levi et ce grand compositeur moderne polonais qui était Krzysztof Penderecki. C'est assez proche. Et puis le noir, on peut aussi se demander pourquoi commencer un film sur du noir intégral comme ça. C'est assez inhabituel. C'est presque une façon de dire... de réfuter l'image en elle-même en disant ne soyons pas tout de suite dans une image, ne saturons pas immédiatement l'imaginaire du spectateur, mais d'abord on écoute. Déjà, je pense que Glazer nous focalise sur l'écoute à ce moment-là. En nous frustrant d'une image immédiate, il nous ouvre les oreilles et nous dit mais voilà, commencez peut-être par écouter. Et puis on peut voir ce noir aussi comme beaucoup de choses. C'est peut-être tout simplement l'irreprésentable, le noir, ce qu'on ne pourra pas montrer, ce que le film se refusera tout du long à montrer, à savoir l'intérieur du camp, et ce qui s'y produit, bien qu'il le suggère de bien des façons, mais nous rappeler qu'il y a un abîme, voilà, il y aura un abîme au cœur du film, et cet abîme est posé dès le départ par cet écran noir, voilà, qui masque complètement la vue du spectateur et l'invite, à ouvrir les oreilles. Mais on comprend parce que la bande-son qui commence à s'installer là, qui est un mélange de... C'est difficile à décrire, c'est à la fois une basse continue, ce qu'on appellerait presque un bourdon en musique, quelque chose qui résonne continuellement, et puis une forme de musique concrète qui est aussi faite de cris, de tintements, d'éclats, parfois de chants d'oiseaux, etc. C'est un maelstrom assez complexe, c'est assez passionnant à écouter. Mais en tout cas, Glazer et sa compositrice Mica Levi installent ce qui sera la basse continue du film, c'est-à-dire ce grondement lancinant, qui revient, qui habite le quotidien, qui hante, qui est là, qui roule en permanence et qui rappelle bien sûr
la mort industrielle qui a lieu à côté, quoi, hein. Donc ça, c'est aussi une dimension que je trouve très intéressante parce que c'est un motif qui est tenu tout au long du film, hein. Tout au long, ce grondement, ce roulement, il est plus ou moins fort, plus ou moins conscient, mais il est là, il habite le film en continu. Donc c'est un principe quand même assez étonnant. Et puis, je parlais de régime majoritaire pour décrire ce pavillon, hein, qui nous est montré dans toutes ses dimensions, toutes ses pièces, à l'étage, au rez-de-chaussée, la partie des domestiques, qui sont bien sûr des gens repris, des prisonniers du camp qui sont installés là, hein. Il y a toute une domesticité qui s'établit autour des Heuss et qui sont bien sûr des repris du camp de concentration. Et ça, c'est aussi quelque chose que le film montre. Mais ce qui retient mon attention, encore une fois dans une démarche un peu matérielle de voir de quel bois est fait le film. Enfin, si je puis dire, chaque expression est un peu malvenue, mais il y a une esthétique que je trouve très intéressante, en tout cas, c'est celle, un choix de mise en scène qui est celui du plan fixe. Glazer installe quelques mouvements de caméra à certains moments, on verra pourquoi, mais surtout, il se tient à quelque chose qui est le plan fixe, le cadre fixe, posé comme ça, et on ne progresse à l'intérieur de l'espace de la maison et alentour que par une succession de plans fixes qui à chaque fois ouvrent une autre fenêtre, un autre angle, hein, sur cet univers domestique. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que le film, du moins tout ce premier bloc, ce premier mouvement où on reste à l'intérieur du pavillon, est construit comme un dispositif. Dispositif, je m'explique. Un dispositif parce que le tournage ne s'est pas déroulé comme n'importe quel tournage, avec le réalisateur sur le plateau qui donne ses indications, l'équipe, puis les acteurs. Pas du tout. Glazer a pris le parti, à mon sens extrêmement intéressant, de disposer, de couvrir tout l'espace avec des dizaines de caméras, hein, installées un petit peu partout, et de laisser les acteurs sur ce plateau, voilà, cette maison aménagée pour le tournage, de les laisser vivre au rythme de ce qui devait arriver à leur personnage. Il y a bien sûr un script, hein, qui indique ce qui doit se passer, des parties de dialogue, mais les acteurs sont laissés, voilà, à ce semblant de vie quotidienne, à cette vie qui se déroule comme ça, sous les yeux des caméras installées. Et Glazer et son équipe étaient à quelques centaines de mètres, un peu plus loin, avec un retour vidéo, mais ils n'étaient pas sur les lieux, ils n'empiétaient pas sur la façon dont se comportaient les acteurs, qui comprenaient une part scriptée et une part d'improvisation personnelle. C'est une façon de fonctionner qui est quand même assez étonnante et qui explique la façon dont il arrive à nous dépeindre cet ordinaire-là, qui évidemment n'est pas très ordinaire, mais cette vie quotidienne qui est perçue comme ça à travers un dispositif d'observation. On a comparé le film au moment de sa sortie, on a pu lire ça un peu à droite à gauche, je trouve que c'est un peu abusif, mais on a comparé ça à un dispositif de télé-réalité, par exemple, hein, type, je sais pas, le Loft ou des choses comme ça, où des candidats réunis dans un espace sont soumis à la présence intégrale de caméras et filmés un peu partout. Bon, c'est amusant, mais c'est pas exactement ça non plus, dans le sens où on n'est pas dans une épreuve du vide où il s'agirait de voir du néant où rien ne se passe, etc. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ce qui nous est montré est quand même extrêmement signifiant, porteur de tout un tas de choses, et une organisation de l'espace qui est induite par les positions des caméras. Il y a un montage aussi qui se fait, on n'est pas du tout dans une espèce de flux de télé-réalité. On voit un petit peu ce qui se dessine par là. Mais il y a surtout aussi une initiative qui est laissée aux comédiens qui sont dans cet espace, maîtres de leur personnage et qui recréent une véritable
une véritable vie de famille avec ces petits rituels, on l'a dit. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est évidemment dans le plan fixe, dans cette cellule de base qu'est le plan fixe, comment ça fonctionne. Le plan fixe est une fenêtre ouverte sur une parcelle d'espace. Donc on voit quelque chose, on voit ce qui se dessine sous nos yeux. Et puis, dans la fixité du plan fixe, si je puis dire, il y a aussi le sentiment très fort de ce qui avoisine le cadre. Hein, le plan fixe ouvre une fenêtre, mais il pose aussi un cache autour. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, ce sentiment-là qui est très fort. Et donc, Glazer joue en permanence, bien sûr, sur ce qu'on voit dans le cadre et ce qu'on devine à la lisière du cadre, qui est évidemment la machine de mort, la machine à extermination, la paroi qui se dessine avec les baraquements d'Auschwitz, qu'on reconnaît bien sûr en arrière-fond, les fumées des trains qui arrivent ou qui repartent avec leur lot de prisonniers à brûler dans les fours crématoires. On voit les fumées qui envahissent le champ, qui envahissent parfois l'horizon. Un personnage tousse parce que la fumée est trop forte. Il y a quelque chose qui pèse, qui envahit la lisière du cadre et qui s'installe petit à petit, qui est la présence évidemment de ce camp qu'on ne montrera pas, qui habite le hors-champ, qui est logé dans un interdit de représentation. Hein, encore une fois, il y a une longue histoire de ça, il y a même eu des polémiques, une controverse voilà, au sujet de la représentation de la Shoah au cinéma. Il y a eu deux grandes positions là-dessus, celle affirmée par Claude Lanzmann qui se refusait à ce qu'on montre ou qu'on fasse de la fiction sur ce qui s'est passé dans les camps parce que ce serait obscène et il y a quelque chose aussi d'inimaginable au sens littéral du terme. Et puis face à lui, il s'est beaucoup opposé à Jean-Luc Godard qui lui disait que s'il y avait des images des camps, il fallait les montrer et que voilà, le cinéma était assez fort pour pouvoir prendre en charge cette part-là aussi d'horreur, quoi, tout simplement. Donc bon, il y a eu des passes d'armes théoriques là-dessus. Glazer a l'intelligence à la fois d'intégrer, je pense qu'il est très conscient de ça, de cet interdit qui a beaucoup pesé sur la représentation de la Shoah, et en même temps, il arrive à faire un pas de côté pour que le film ne se détermine pas entièrement à partir de ça. Mais vous avez vu en tout cas la façon, aussi par le son, qu'il a de marquer la présence d'Auschwitz, du camp d'extermination, et de l'extermination en elle-même, sans la montrer. Il y a des signes, il y a des à-côté. L'ossement que Rudolf Höss retrouve dans la rivière au moment où il va s'y baigner avec ses enfants. Voilà, les cris, etc. Il y a plein d'autres détails, comme par exemple, au tout début du film, les foulards qui sont livrés chez Hedwig. Elle se retrouve avec des foulards sur la table. C'est bien sûr la rapine des possessions des prisonniers, comme le manteau de vison qu'elle revêt comme ça dans la glace, etc. Le manteau en vison, pardon. Voilà, il y a plein de choses qui rappellent la proximité, la contiguïté du camp. Et tout cela est à la lisière, à la frontière du cadre. Il y a un jeu sur le cadre qui nous invite sans cesse, les cheminées qui débordent en hauteur, etc., les fumées, bon, on a parlé de tout ça. Donc là-dessus, le film prend en charge un principe esthétique qui est de se situer dans l'angle mort du camp de concentration. Donc c'est quand même un enjeu tout à fait frappant. Et puis, on pourrait se dire, bon, ça c'est un jeu uniquement formel, mais pourquoi nous montrer la vie de cette famille, ce quotidien, cet ordinaire, etc. Alors il y a la mère d'Edwig qui vient, il y a l'anniversaire des enfants, on va se baigner, etc. Pourquoi insister autant là-dessus? Mais parce qu'il y a une foule de choses à voir et à comprendre et à ressentir aussi là-dedans. Tout d'abord, ce choix de
de s'installer dans la maison, de faire le tour du propriétaire, je dirais, de nous en montrer toutes les extensions et toutes les dimensions, c'est justement une façon d'examiner aussi l'imaginaire nazi, enfin en tout cas la façon dont cette installation, ce monde domestique construit par cette famille à cet endroit-là, et répond à l'imaginaire nazi. Et quelque part renvoie aussi en filigrane à la politique d'extermination. Pourquoi ? Parce que ce qu'on va entrevoir chez ces personnages, Rudolf Höss, qui est entièrement pris dans des problématiques logistiques, pour lui, c'est un technicien. Il n'y a pas d'autre problème que celui de comment on augmente des rendements. Comment on brûle plus de monde plus vite, hein, dans un espace donné. Comment on organise un roulement comme ça qui permet d'être plus performant. Vous voyez, il est habité par cette question-là. Pour Hedwig, c'est organiser le quotidien, voilà, s'occuper des enfants, etc. Cet imaginaire qui se décline au gré des pièces, des espaces de la maison, c'est un imaginaire de petit propriétaire. Hein, c'est à quel point la notion de propriété est elle aussi contiguë au nazisme tel qu'il s'incarne juste à proximité. Hein, il y a cette idée que la propriété est aussi une expression comme ça de ce qui se joue à côté. Et puis, il y a des signes, il y a des moments très intéressants au cours du film. Par exemple, la mère d'Hedwig vient, elle l'accueille quelques jours, bon, elle disparaîtra, on ne sait pas pourquoi, mais elle vient et puis Hedwig lui présente sa maison. Elle en est très fière, c'est ce qu'elle a accompli en quelque sorte. Hein. Elle est désignée par son mari la reine d'Auschwitz, voilà, on l'appelle comme ça. Elle lui montre sa maison, sa mère est très impressionnée, elle lui dit « Ma fille, t'as vraiment réussi ». Bon, voilà, très bien. Et à un moment, il y a quelque chose qui se dit qui est quand même tout à fait stupéfiant, c'est il se demande s'il n'y a pas une femme juive qu'ils auraient connue, une certaine Madame Siebelmann, si elle ne serait pas internée à Auschwitz. Et la mère dit « Je faisais le ménage pour elle ». Alors là, c'est vertigineux. Là, ce qui se joue, vous voyez, ça a l'air d'être du banal, du quotidien, etc. On peut renvoyer évidemment à des grandes théories. Bon, on a beaucoup comparé le film à la théorie d'Hannah Arendt sur la banalité du mal. On peut dire aussi que le texte de Arendt là-dessus était très différent. C'était sur le procès Eichmann. Bon, tout ça, je mets un peu de côté parce que ce serait des développements théoriques trop vastes. Mais le moment où la mère d'Hedwig dit « Je faisais le ménage pour elle », on comprend tout. On comprend de quoi il est question. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était une classe d'Allemands humiliés, en fait. Hein. C'était des femmes de ménage, etc. Et que dans ce mouvement de l'histoire du nazisme, ils ont trouvé une élévation sociale. Hedwig, son mari, etc. Et cette propriété, ce pavillon, représente pour eux un accès à quelque chose qui correspond à de la rapine, à du vol, à l'extermination des Juifs, hein, bien sûr. Donc c'est évidemment terrible, mais il y a quelque chose d'un profil psychologique qui se dessine à ce moment-là, et c'est tout à fait incroyable. Et là, il y a une dimension sur laquelle on ouvre qui est proprement vertigineuse. Hein, donc voilà, ils ont trouvé là-dedans une forme d'élévation à un rang petit bourgeois en quelque sorte. Et c'est aussi la mentalité petite bourgeoise qui se dessine au fil des scènes. Une espèce de revanche comme ça de l'histoire. Donc c'est tout à fait frappant. Donc voilà un petit peu comment le film progresse, comment il étend son territoire. Il y a bien sûr cette idée très forte que la vie quotidienne, cette espèce de banalité, alors on peut dire banalité du mal si on veut, mais moi je préfère l'idée de banalité tout court parce que je ne pense pas que l'ingénieur en chef d'Auschwitz, Rudolf et sa femme étaient des gens purement banals, les nazis non plus, c'était des fanatiques surtout, hein. Ça il faut le rappeler, c'est pas juste la vie ordinaire, c'est pas ça, c'est à quel point
la vie ordinaire est le refoulement de quelque chose. Elle est toujours contiguë à une horreur qu'elle ne veut pas voir, ou alors qu'elle naturalise, qu'elle intègre presque automatiquement. Et ça, c'est très fort dans le film. Hein, bon, on a parlé des effets de proximité, de porosité, de l'horreur qui est à côté, mais à quel point tout ce qui se passe dans ce pavillon, cette vie petite bourgeoise qui est très satisfaite d'elle-même, très contente, etc., est indexé sur cette horreur qui se passe à côté. Et à quel point le fait de l'oublier, de la mettre dans l'angle mort, est importante pour elle. Voilà, alors peut-être que j'ai beaucoup parlé et que voilà, je ne veux pas vous assommer de paroles, et puis il faut démocratiquement faire circuler la parole, c'est normal, nous avons un micro que Jean-Paul tient à votre disposition, donc par rapport à ce que j'ai pu avancer à droite à gauche, peut-être il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas, peut-être simplement pour dire aussi ce que vous avez pensé du film, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, je pense que c'est intéressant de dire ce qu'on a pensé à l'entrée du film. Ouais. Moi, j'ai vu ça un peu comme le moment de Noir, un espèce de sas pour nous mettre un peu en condition. Et ça m'a mis un petit peu dans un malaise. Et pendant tout le film, en fait, je n'arrive pas à dire si j'ai aimé, pas aimé. J'ai toujours été sur le malaise de les regarder. Dès qu'on regardait, alors j'avais l'impression qu'il y avait 3/4 en bas de vie normale, et puis tout ce qui se passait en haut surtout nous mettait dans un malaise. Tout le temps, on était tout le temps un petit peu sous tension. Et j'avais l'impression que ces personnages vivaient une vie à peu près normale, mais eux aussi ont un espèce de malaise, et ça bascule à tout moment, notamment le moment où il lui annonce qu'il va être muté. Tout d'un coup, il y a un changement de visage total de sa femme qui s'énerve, qui lui court après, qui a plus du tout, qui se met à insulter tout le monde dans la maison. Je trouve qu'il y a eu un basculement à ce moment-là qui montre que finalement ce couple était toujours un petit peu en équilibre d'entre la vie où il se passe rien, mais il y a l'impression qu'ils vivent ce malaise au quotidien, et tout d'un coup il y a plein de choses qui arrivent quand la mère est là. On a l'impression qu'elle ressent ce malaise et nous le fait ressentir encore un petit peu plus. Elle se met à tousser, donc tout d'un coup, on est un petit peu en odorama. On n'avait pas l'odorama au départ. Tout d'un coup, on se dit « Ah oui, mais tout ça, ça doit sentir ». On voit la mère de la jeune fille polonaise qui ferme les fenêtres au moment où il y a beaucoup de crémation, parce qu'il doit y avoir aussi cette odeur. Et on a l'impression que toute cette famille le sent plus. Les enfants, on a l'impression que c'est leur quotidien. Eux, ça les dérange absolument pas. Et ils vivent quasiment normalement tout ça. La mère a l'air d'être heureuse d'élever ses enfants comme ça. Enfin, tout va bien côté enfant. C'est leur quotidien. Ils sentent plus rien. Mais nous, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, que nous, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et que c'est l'arrivée déjà de la mère qui nous montre qu'elle a un regard, et on se dit qu'à la fin, alors bon, chacun aura sa théorie sur pourquoi elle a disparu. On a l'impression qu'elle laisse un mot pour dire moi je me barre, je peux plus vivre dans ce truc-là. Enfin, elle avait l'air complètement sur le qui-vive tout le temps, et elle a claqué la porte pour dire moi je peux plus vivre là, je sais pas comment vous faites pour vivre là-dedans. Ouais. Et ça nous relance là-dessus. Voilà. Ben, c'est vrai qu'il y a un écœurement qui monte au fur et à mesure, ouais, tout le temps, hein. Sans que les personnages soient capables d'en situer la cause, qui est pourtant énorme, enfin voilà, qui est ce hors-champ. On parlait du hors-champ, enfin voilà, qui est le camp d'extermination. C'est pour ça qu'à mon sens, le film on a parlé d'un film historique, d'un point d'histoire, etc. Mais je pense pas tant que ça en fait. J'ai l'impression que Jonathan Glazer ne tourne pas vraiment ce film pour régler son compte à la petite bourgeoisie nazie telle qu'elle s'est vécue à l'époque. C'est pas tellement un enjeu du passé. C'est plutôt de nous renvoyer une espèce de miroir pour aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'il dit pas nous contemporains sommes des nazis. C'est pas ça. Il nous dit quelque chose comme l'horreur est à côté de nous. Et tous les jours, on la refoule ou on l'intègre à notre quotidien sans vraiment vouloir... et regarder, eux, à quel point c'était quand même flagrant.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui? Est-ce que notre quotidien à nous n'est pas annexé ou indexé, pardon, sur une horreur vraiment à nos portes, autour de nous, etc., qu'on ne veut pas voir, voilà, ou qui en tout cas... Et est-ce que nous aussi, on n'aurait pas cette espèce de mentalité-là? Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans le film que... Moi, je dirais presque tout ce qui montre, par exemple, les fumées qui sont différentes. Finalement, nous, il nous montre qu'une fumée, mais c'est nous qui savons, de par l'histoire, à la rigueur, on ne saurait pas tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Oui. Tout ça, ça ne nous parlerait pas. Ça fait appel finalement à ce que nous, on sait. Les fumées, on sait quand c'est un train, on sait quand c'est des cheminées. C'est vrai c'est pour ça que nous on travaille beaucoup. En tant que spectateur, on est actif dans le film et c'est intéressant à ce niveau-là. Ça pourrait, je pense, c'est très juste ce que vous dites, ça pourrait même être peut-être une limite du film, dans le sens où pour rentrer dedans, il faut un savoir a priori quand même. C'est-à-dire le spectateur est considéré comme quelqu'un qui sait quand même un peu ce que c'est que la Shoah, les camps d'extermination, etc. Alors heureusement que nous le savons aujourd'hui, mais dans 50 ans. Mais est-ce que il y a quand même il y a un présupposé pour rentrer dans le film, c'est qu'on soit quand même un petit peu au courant de ce qui s'est passé au milieu du XXe siècle dans ces plaines de Pologne où les Allemands sont allés s'installer pour investir leur espace vital, comme il est dit dans le film. Mais voilà, c'est vrai que là-dessus, il y a un implicite qui est très fort et qui suppose quand même un présupposé du spectateur. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre analyse, qui nous a beaucoup éclairé. Merci aussi pour l'intervention précédente qui a souligné des points extrêmement importants. Je pense en particulier à l'analyse des fumées, effectivement, au rôle du cadre. J'ai lu pour ma part, avant de voir le film, que, j'ose pas dire contrairement à ce que vous avez dit, parce que vous êtes nettement plus compétent que moi, mais que Glazer n'avait pas construit de décor pour ce film, mais qu'il avait utilisé la structure qui avait existé, à l'exception du jardin qu'il a, dit-il, reconstitué. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est vrai. Non, c'est un abus de langage. J'ai dit décor, mais je parlais de plateau au sens large. Mais oui, en effet, il a tourné sur les lieux, voilà, vraiment sur le pavillon, etc. Et en effet, il y a des parties attenantes qui ont été reconstituées et les parties chez la famille polonaise, etc. Oui. Là, c'est plus du studio, mais il a en effet tourné véritablement sur les lieux. Et il y a là-dessus, comment dire, il évite. Enfin, il y a eu beaucoup de films sur Auschwitz. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on montre systématiquement? Le fronton, Arbeit Mai Frei. Il y a des clichés, il y a des choses qui sont devenues des clichés et qui sont un peu, rentrées dans une espèce d'habitude de représentation. Et Glazer échappe à tout ça de manière spectaculaire, en tout cas extraordinairement intelligente et à mon sens, il arrive vraiment à nous faire réfléchir à partir de ça avec de nouvelles images, de nouvelles idées, et ça c'est très fort. Vous avez également mentionné le côté industriel, entre guillemets, de la solution finale, et je pense que l'espèce de conférence que l'on voit des fameux dignitaires dans une scène que vous avez justement mentionnée, je pense que Glazer fait également extrêmement habilement une espèce de collage avec le caractère industriel actuel lorsqu'il mentionne de manière nommément différentes entreprises allemandes qui continuent à engranger des profits à l'heure actuelle. Je pense à Siemens qui est nommé, à Daimler qui est nommé, il aurait pu nommer BASF aussi. J'ai trouvé que ça faisait également une espèce de point de jonction avec l'actualité contemporaine. Oui, c'est vrai. Moi, je crois beaucoup à cette actualité du film. Et le fait qu'il ne soit pas pris dans une distance historique, mais qu'il soit très proche de nous, au contraire. Parce que, en effet, il y a alors je condamne pas la culture d'entreprise, c'est pas ça, mais cet imaginaire productiviste, ce culte de l'efficacité, de la performance,
de pur enjeu logistique déconnecté de toute conscience politique, en fait. De toute conscience humaine. Et oui. Et je crois que il nous dit que tout cela n'est pas fini aujourd'hui, et c'est encore une forme de prédation. Alors je ne veux pas me lancer sur des interprétations trop fumeuses, mais en tout cas, il y a beaucoup d'éléments dans le film qui sont des appels à aujourd'hui. Oui, ça, oui, je le crois. Je pense qu'on en a besoin, effectivement. Un dernier point, vous avez signalé fort justement, je trouve, le côté petit bourgeois, l'espèce d'ascension sociale, ce qui a déjà été fait, il me semble, dans La Combe Lucien, où on voit un parfait salaud monter, gravir l'échelle sociale dans le cadre de la collaboration. Oui, l'opportunisme. Exactement. Des moments de bascule historique comme ça, où certains personnages trouvent l'opportunité de se hisser comme ça sur... Oui, bien sûr. Ouais, et il y a quelque chose de la mentalité petite bourgeoise qui s'exprime dans cette satisfaction du quotidien replié sur lui-même, parce que c'est ça aussi, hein, c'est cette maison, cet intérieur qui n'a pas d'horizon, dont l'horizon est complètement bouché par justement les murs du camp. Donc c'est le plus petit, le rapport au monde le plus étroit possible qu'on peut avoir, c'est peut-être celui qui est replié sur son intérieur. Il y a, je pense, cette dimension-là aussi dans le film. Merci à vous en tout cas. Merci pour votre intervention. Oui, bonjour et merci de votre analyse. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée dans le film, c'est quand il est muté et qu'il assiste à cette grande fête. Et il téléphone à sa femme et il lui dit je ne sais pas comment je pourrais arriver à gazer toutes ces personnes, mais il est vrai que le plafond est très très haut. Alors je voulais savoir si c'était pour montrer une obsession de la malfaisance. Alors je me suis aussi demandé si c'était une prise de conscience, mais je crois pas. Je crois que c'est plutôt une obsession permanente de faire du mal. Alors je dirais pas de la malfaisance, je dirais il y a en fait il ne pense que logistique. Oui. Il est tellement pris par ces chiffres qu'il est obsédé. Voilà. Qu'il n'y a plus que, et ça devient alors c'est vrai que c'est extrêmement frappant parce que ça devient aberrant à ce moment-là. Il veut gazer même, il pense à comment, voilà, il n'y a plus que comment remplir une pièce de gaz en un temps limité. Voilà, pour lui, il n'y a plus que des problèmes d'ingénierie et de logistique. Voilà, c'est sa vision du monde qui se dessine à ce moment-là, et c'est effrayant d'étroitesse et de déconnexion et sociale et politique, en fait. Voilà, c'est vraiment... Et on voit aussi dans cet appauvrissement politique de tout, de la vie quotidienne, de la déconnexion totale, à quel point le film dessine aussi quelque chose. Mais oui, il y a aussi... mais il y a plein de moments comme ça. C'est pour ça j'ai entendu beaucoup de critiques sur le film qui disaient... bon, d'accord, le propos, il est clair, mais pourquoi s'installer comme ça dans cette espèce de vie quotidienne et tout le film perd beaucoup de temps. Mais non. Non, c'est important. Chaque plan montre des choses. Il y a notamment le moment d'énervement d'Edwige où elle lâche à sa bonne quelque chose comme « Tu sais, mon mari peut te réduire en cendres n'importe quand, si je veux ». Voilà, alors là on voit aussi à quel point ce ne sont pas seulement des gens ordinaires, les nazis, la banalité du mal. Non, pas du tout. Il y a une frénésie, une mauvaise passion derrière tout ça, et une espèce d'esprit revanchard aussi qui est très fort. Ce sont des fanatiques, hein, clairement. Il y a ça aussi. Et il y a une deuxième chose aussi qui est frappante, c'est sur la musique. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, il y a cette espèce de musique lancinante, dramatique, et puis par moments, il y a un contraste étonnant avec cette musique allemande, joyeuse, festive. Il y a une espèce d'alternance, et ça met d'autant plus mal à l'aise
que cette musique dont vous parlez nous assomme complètement. Ouais, bien sûr. Oui, il y a un vrai contraste qui est établi à l'intérieur du film. Et puis même avec les jeux innocents des enfants dans le jardin. On offre une barque, un canot à Rudolf pour son anniversaire. On va se baigner. Voilà, c'est cette innocence qui ne l'est pas. Hein, et le film joue toujours sur ce contraste. Ouais. Tout d'abord, merci pour votre aide à la lecture de ce film évidemment glacial, puissant, qui ne laisse pas du tout indifférent. Moi, ce que j'ai vu en parallèle, c'est immédiatement la banalisation du mal à travers la personnalité de Rudolf Hess. J'aurais voulu savoir si le réalisateur s'est appuyé sur des archives ou des récits biographiques, je pense, sur le parcours de cet homme qui est devenu un haut fonctionnaire, qui a été dans l'accomplissement d'une tâche avec une hyper-conformité à la mission qui lui était donnée. Donc de l'ordinaire, il est passé sûrement à quelque chose de banal pour devenir un bourreau. Parce que je pense qu'on ne naît pas bourreau, on le devient. Moi, je l'ai interprété dans ce sens-là. Bon, après, il s'aperçoit évidemment, à un moment donné, vers la chute du film, il en a même la nausée de ce qu'il a pu engendrer. Mais il ne faut pas quand même oublier que dans l'idéologie du Parti national social-démocratique, il fallait répondre et faire allégeance au Führer. Donc, cette logistique d'extermination, en fait, il répondait à une mission, à tel point qu'au moment du procès de Nuremberg, il n'a pas du tout renié, il n'était pas dans le déni, et il ne voyait pas pourquoi on en faisait un bourreau, comme tous ces hauts fonctionnaires. Alors, je reviens à ma question, y a-t-il eu au départ des consultations d'archives, et puis l'endroit, quand on visite Auschwitz, se situerait à quel... bon, c'est peut-être un peu impudique de pouvoir parler comme ça, mais y a-t-il eu d'autres hauts fonctionnaires qui ont vécu la même chose que Rudolf Hess? Alors, mes connaissances historiques sur le sujet seront peut-être pas tout à fait performantes. Non, j'exagère. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le film est très documenté, que le personnage a existé, Rudolf Hess. Voilà, et que Glazer s'est vraiment fondé sur les plans, sur les archives, et il cite même des lettres réelles. Ça, j'en ai pas parlé, mais souvent à la bande son, il y a une voix off qui donne des lettres, des courriers. Hein, il y a là-dedans des lettres tout à fait réelles. Hein, qu'il retranscrit en partie. Voilà, donc c'est vraiment fondé sur... il y a une part documentaire du film, mais il y a une part de réinvention aussi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas savoir ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Bon, tel jour précisément. Le film ne prétend pas non plus supplanter la réalité de la vie quotidienne de Rudolf Hess. Il réinvente quelque chose à l'intérieur, mais c'est un personnage réel. Et puis je pense que, oui, un personnage comme Eichmann, dont Hannah Arendt avait relaté le procès, etc., des hauts dignitaires nazis qui prétendaient n'avoir fait que leur travail. C'est ça, vous avez dit un mot qui me semble... C'est la thèse de Hannah Arendt. Ben oui, c'est ça. Elle a redéconstruit le fait qu'on pense de tomber dans le registre un peu trop facile, le bourreau monstrueux. Et elle a donc redéconstruit cette thèse pour montrer que nous sommes tous au départ ordinaires, nous répondons tous à une norme, mais que nous arrivons à un moment donné, malheureusement, répondre à une idéologie, celle du nazisme, et ils se sont embarqués, à tel point qu'après ils se sont suicidés. La plupart sont partis, voilà. Mais vous avez dit un mot qui moi m'a frappé et que j'ai trouvé très juste, c'est l'hyperconformité. Tout à fait. C'est-à-dire n'accomplir que ce qu'on vous demande, se conformer. Voilà. Alors ça, moi je trouve que oui,
c'est extraordinaire, ça explique beaucoup. Enfin, c'est pas que ça explique, ça peut mais être fascinant de pouvoir répondre à un ordre aussi horrible. Aussi. Et c'est ce que nous vivons. Là, on voit les résurgences de l'actualité. Nous sommes au quotidien confrontés à des images d'horreur par rapport au conflit actuel aux portes de l'Europe. Bien sûr. Et nous sommes banalement, nous banalisons la violence et l'horreur de ce que nous vivons. C'est peut-être un peu fort ce que j'appuie là, mais je pense que c'est banaliser le mal. Non, mais on peut s'interroger, en tout cas, et le film nous y invite, sur qu'est-ce que c'est que ne faire que son travail. Que son travail. C'est une forme d'aveuglement aussi. En quoi son travail serait déconnecté d'un jugement moral, d'une position, d'un refus aussi, quelque part. C'est vrai que c'est cette espèce d'enfermement que met en scène le film. Enfermement mental, qui prend les dimensions d'un pavillon. Alors il y a les parois du camp d'extermination, mais toute cette construction quasi géométrique des plans, les limites des plans, les parois de la maison. Il y a un moment, un collègue ingénieur qui vient, c'est au début du film, pour montrer les plans d'un four rotatif, là, je ne sais pas exactement, c'est d'une monstruosité totale, mais sur le papier, ce sont des plans, des traits, voilà. Et c'est cette espèce d'enfermement dans vous l'avez dit, dans la conformité, dans la logistique, dans l'hyper-spécialisation, parce que quelque part c'est ça aussi, l'extermination de masse, le génocide. C'est un imaginaire industriel qui devient tellement spécialisé qu'il va tout dévorer à force. Donc c'est vrai que tout ça nous pose question, et je vous remercie encore une fois d'avoir utilisé ces mots. Oui, on va faire comme ça. Alors le titre est polyvalent, comment vous le comprenez ? Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé du titre. Et alors là encore, il y aurait beaucoup d'interprétations possibles et imaginables. C'est le titre du roman de Martin Amis, dont le film est tiré, que je n'ai pas lu, il faut être honnête. Mais beaucoup de collègues qui eux l'ont lu, m'en ont parlé et m'ont dit que c'était un roman extrêmement différent du film qu'on a vu, et que l'adaptation était assez distante. Le livre de Martin Amis raconte la même chose, prend le même personnage de Rudolf Höss, mais dépeint cette vie de famille avec une tonalité grotesque. C'est-à-dire qu'il force le trait, et il pousse quelque chose de très gênant, de très malaisant, mais il insiste là-dessus. Et Glaser est plus froid, plus distant, plus dans l'installation de quelque chose. Et il reprend le titre du roman de Martin Amis. Alors, qu'est-ce que c'est la zone d'intérêt ? C'est un terme très administratif pour décrire Auschwitz, ou en tout cas le périmètre autour, qui désigne un petit peu l'installation des familles nazies, des familles allemandes qui sont venues dans cet endroit-là. La zone d'intérêt, c'est à la fois ce qu'on situe et ce qu'on refuse aussi de voir. C'est un petit peu les deux pans de la chose. Donc c'est vrai que c'est très polysémique, ça invite à plein d'interprétations, mais en tout cas, c'est ce qui m'intéresse dans ce titre, que je ne prétends pas expliquer tout seul, mais c'est une notion d'espace. Qu'est-ce que c'est que cette zone ? On parle de zone d'intérêt. Alors la zone d'intérêt, c'est ce sur quoi on focalise, peut-être le travail à faire, la tâche à exécuter, et puis c'est quoi, par conséquent, la zone de désintérêt. Il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Donc pour moi, c'est une notion d'espace qui me dit beaucoup de ce qui va se passer dans le film. Donc voilà, je ne prétends pas encore une fois expliquer totalement la chose, mais c'est un titre assez passionnant. Et j'avais une autre question, c'est
Alors c'est un petit peu redondant autour des animaux, le contraste entre son rapport aux hommes et aux animaux. Mais le chien au début qui a l'air de fureter, qui est dans tous les plans, est-ce que c'est un peu symbolique ou enfin je sais pas. Bah, c'est un chien domestique, quoi. Non mais alors ce qui est très intéressant je trouve, et ça aussi j'en ai pas parlé, c'est quelque chose sur quoi appuie le film. C'est à travers ces personnages qui appartiennent à la hiérarchie nazie, qui ont pleinement participé à cette entreprise de massacre. Le film va nous, alors que des centaines, des milliers de personnes se font tuer juste à côté, le film insiste sur quel est leur domaine d'affectivité. Qu'est-ce qui compte pour eux? Qu'est-ce qui les émeut? Et alors ça, c'est tout à fait passionnant, parce qu'au moment de partir, Rudolf Höss va dire au revoir à son cheval, par exemple. Il est pris d'une espèce de... Il est tendre pour son cheval, il est tendre pour ses enfants, on le comprend, c'est normal. Mais qu'est-ce qui crée tout à coup ce mur de froideur avec les gens qui se font massacrer juste à côté, hein? Et c'est pareil pour Hedwig. Quelle est l'étendue de leur affectivité? C'est peut-être ça aussi là-bas. Ça peut être tout la zone d'intérêt, mais c'est peut-être ça aussi. C'est qu'est-ce que comprend leur affection et à quoi elle échappe. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle rejette aussi. Nous avons tous une sphère d'affection, une sphère d'affectivité, des objets qui nous émeuvent, qui nous touchent, et puis cette sphère se referme à un moment et elle rejette autre chose. Et il me semble que le film est très architecturé comme ça, et je trouve ça très intéressant. Ben oui, le moment où la nostalgie très germanique de Rudolf Höss pour son Heimat, pour son foyer, se dirige vers son cheval, lui qui est en train d'exterminer des milliers de personnes à la chaîne. Donc c'est tout à fait saisissant, hein. Encore une fois, c'est les effets de contraste dont on parlait un peu avant. Oui, de toute façon, je reviens sur le titre, zone d'intérêt. Alors, en fait, c'est le terme qu'employaient les nazis, administratif, pour désigner ce qu'on désigne normalement par le Drang nach Osten, c'est-à-dire la marche vers l'Est, qui est un vieux mythe allemand depuis les chevaliers teutoniques, et dans la langue administrative allemande, la zone d'intérêt, c'était là où on déplaçait les troupes, où on avait des stratégies, c'était vers l'Est. Et là, c'est effectivement vers l'Est. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le... Puis je verrai une deuxième, peut-être, interprétation du film, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en fait, la zone d'intérêt, ça devrait être le camp. Et il y a une transposition sur ce jardin idyllique, très bourgeoisie allemande, donc c'est presque ironique. Oui, peut-être. C'est un décentrement, quoi. Oui, oui, hein, oui. Il y a le centre aveugle qu'on... Il fait pivoter en quelque sorte l'intérêt de là où il devrait être vers là où... c'est très intéressant. Ben oui, c'est frappant en effet à quel point le film n'est que dans des effets de décalage, de ne pas montrer, de choisir de ne pas montrer ce qui est trop central, mais de se décaler comme ça, ce qui est quand même d'un intérêt historique d'une certaine manière, sur justement ce qui est banal, quotidien et n'a pas d'intérêt en principe. Bien Alors sûr. Que là, ça a un intérêt, c'est vrai. Oui. Merci pour ces éclaircissements. C'est là où il y a les limites de votre interlocuteur qui se signalent. Il y avait monsieur là, voilà, juste ici. Ouais. Et puis après, un peu plus haut, je ne sais plus exactement, mais... J'étais très intéressé par les aspects politiques du film, personnellement. Moi, j'ai vu beaucoup une critique effectivement, ce que vous avez dit, cette espèce de conformisme, ce côté petit bourgeois qu'on voit dans le film, notamment avec l'espèce d'obsession pour l'hygiène, la pureté, et cette scène, je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle est drôle, mais un peu étrange, de check-up médical quand il est... loin du camp.
Il y a le fait aussi que tous les décors, tous les personnages sont toujours en blanc, habillés en blanc, jusqu'à l'obsession, la scène où il annonce à sa femme qu'il va partir, il est dans un costume entièrement blanc, qui est presque ridicule, sur son petit ponton, comme ça. Et c'est mis en parallèle avec effectivement ce que vous avez mentionné sur le retour du refoulé, une dimension très psychologique. Moi, j'ai remarqué le motif des fours crématoires qui revient vraiment, pas seulement juste dans les images de fond, mais aussi le fait qu'il raconte l'histoire d'Hansel et Gretel avec la sorcière qui se retrouve jetée dans le four, le fait que la lettre de la mère, dont on devine peut-être qu'elle contient des accusations, Edwige va la mettre dans le poêle, la jette dans le poêle et referme ça. Et une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est cette scène où on suppose que Heuss a une relation sexuelle, peut-être avec une des servantes ou une des filles du camp, et après on coupe et on voit cette espèce de tunnel qu'on penserait presque être une partie du camp, et où c'est juste la cave de la maison dans laquelle il va jusqu'à ce lavabo pour aller se laver les parties génitales. C'est frappant, ça, hein, c'est frappant. Ouais. Et j'ai, moi, compris le film en partie quand même comme une réaction à certaines idéologies qui refont un petit peu surface aujourd'hui sur le rôle de la famille, le rôle de la femme, toutes ces choses qu'on appelle, je sais pas, le néo-traditionnalisme, qui disent qu'il faut rejeter le féminisme, qu'il faut revenir comme ça dans une espèce de... Et je trouve que ce que le film fait très bien, c'est qu'il montre que cette espèce de bulle comme ça ne peut exister qu'à cause d'un coup terrible et Oui, cette paix s'achète d'une spoliation terrible. Oui, c'est très intéressant parce que vous parlez de cette scène justement où il fait venir une prisonnière dans son bureau et après on le voit déambuler dans les couloirs, en effet, pour aller se nettoyer. Oui, on le devine, les parties génitales. Et là, pour moi, ça fait surgir l'ambiguïté terrible du personnage, c'est-à-dire à la fois la compromission infernale d'user des prisonniers comme de consommer carrément les personnes. Enfin, c'est une sorte de viol, quoi. Enfin, de contraintes terribles sur cette prisonnière. Et en même temps, c'est là aussi où affleure espèce d'idéologie du personnage qui ne peut pas s'empêcher de céder, qui cède à sa pulsion et qui après a besoin le côté hygiéniste revient et il doit se nettoyer, quoi. Alors là, il y a une espèce de renvers. Le film est fait de vertiges comme ça. On voit se dessiner comme ça des contradictions, une ambiguïté infernale. Enfin, vraiment, tous ces passages sont... Voilà, c'est ce qu'on disait aussi de tout à l'heure. Rien n'est vraiment banal dans le film. Hein. C'est toujours un faux ordinaire comme ça qui cache vraiment des abîmes. Et cette scène-là, je vous remercie de la mentionner parce que elle est aussi... elle pousse vraiment à s'interroger sur le personnage. Hein, et elle nous donne comme ça des pointes d'une psychologie extrêmement contradictoire. Bonsoir. Cette scène dont vous parlez, je pense que c'est une purification peut-être aussi, parce que c'était une race qui se disait pure, donc il fallait se purifier à ce moment-là. D'autre part, moi j'ai été très impressionné par le calme qui règne dans ce film. Quand on voit des films sur la Shoah, ça court partout, les chiens aboient, le chien n'aboie jamais, donc c'est remarquable. C'est remarquable. Il évite beaucoup de clichés, hein, ça c'est sûr. Et puis, je ne sais plus qui parlait de paradis perdu. Il y a aussi ces espèces de projections dans l'idéologie, enfin dans l'imaginaire germanique ancestral, d'un espèce de jardin comme ça, la terre comme jardin, ce que les nazis ont appelé l'espace vital à reconquérir. Madame disait la marche vers l'Est, etc. Bien sûr, le jardin, le cadre idyllique, etc. Tout cela
s'inscrit dans le jeu de contrastes très forts. Mais bien sûr, parce qu'à côté, il y a le four crématoire. Hein, donc, évidemment, les fumées noires qui planent sur cet univers. Hein, on est encore dans ce jeu d'opposition très forte. Mais en tout cas, moi, je remarque une chose, c'est à quel point le dispositif que choisit Glaser nous parle à la fois de l'ordinaire, de l'imaginaire, de la psychologie, de la logistique. Enfin, il rassemble quand même des dimensions qui me semblent... c'est très vaste, quoi. Hein, ça parle de beaucoup de choses. Et là-dessus, le film me semble très profond. Oui, je crois qu'on a fait un bon tour. Ouais. Merci d'avoir pris la parole. Et puis, merci pour votre attention. Merci Mathieu.